Salut à tous, alors bienvenue dans cette vidéo. Je voulais juste faire une vidéo pour vous dire que l'ami Kangouvan, il est parti sur une autre plateforme. Il y a plein de gens qui m'envoient plein de messages pour me dire où il est Kangouvan et tout ça. Alors juste pour vous dire qu'il est plus sur YouTube. Et je pensais que justement, j'ai vu que cette vidéo revenait beaucoup. Beaucoup de gens m'ont posé cette question. Alors je suis pas l'attaché de presse de Kangouvan. Allez le suivre sur ses réseaux. Donc allez sur le lien à la description, j'ai mis son lien. Je fais ça vraiment pas par... Il me paye pas ni rien, hein. C'est juste que je trouvais ça vraiment étrange ce qui s'est passé. Et c'est quand même un créateur indépendant sur YouTube. Et enfin en plus sur YouTube. Donc, et dans le même temps, je pensais que je ferais cette petite rediffusion d'une vidéo qu'on a faite ensemble quand on s'est rencontrés en France, qui je crois a encore un peu d'actualité, où on parle un peu de nous, et donc sur ce, bonne vidéo, puis allez le suivre dans les liens dans la description et sur ses réseaux sociaux pour tous ceux qui me posaient la question. Donc salut à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour. Et bon appétit si vous êtes à table. On a avec nous quelqu'un que vous connaissez peut-être. Et cette personne-là, vous sentez... Il faut que je recommence. Bienvenue dans ma vie en van, de nouveau, mais cette fois avec quelqu'un que vous connaissez peut-être. C'est quelqu'un qui a été beaucoup demandé, vous m'avez tous demandé, est-ce que tu vas faire une vidéo avec lui, est-ce que tu vas faire une vidéo avec lui? Et cette personne-là, c'est Olivier, de la chaîne Kangouvan. Et donc on va discuter, papoter, parler. Et bonjour Olivier. Madame, monsieur, bonjour et bon appétit si vous êtes à table. Bonjour Florent. Ça fait depuis 4 heures qu'on est dehors sous le soleil, parce qu'il faut dire on est sous un temps estival. Ah, il fait bon. Hein. Quelle surprise, on va parler van life. Putain. C'est comme... Les gens s'y attendaient pas. Hein. C'est plus fort que du Roquefort. Donc la question que je pose à tous les gens avec qui j'ai fait ce format-là, c'est pour les gens qui te connaîtraient pas, si tu devais te présenter en 3 phrases. Loufoque professionnel. Atypique, déconneur, mal pensant, on va dire. Mal pensant. Ouais. C'est-à-dire, je plaisante avec des choses avec lesquelles, en général, on hésite un peu à plaisanter. Faut dire qu'aujourd'hui, c'est assez dur, il y a plein de tabous partout, et moi j'essaie de rigoler un peu avec les tabous, et tout ça relié à la van life. Donc j'essaie de faire des balades en van un peu rock'n'roll, avec des moments de déconne. Je regarde souvent tes vidéos depuis plusieurs années maintenant, parce que ça fait longtemps que tu fais ça, comme ça fait 2 ans, hein. Ouais. Et en fait, je voulais te poser la question si la van life avait amené un nouveau sens à ta vie. Ah oui. Et que tu nous expliques comment c'est arrivé en fait. Bah, c'est arrivé parce que je me suis retrouvé au chômage il y a quelques années, donc j'avais plus de revenus, je m'apercevais que je payais beaucoup dans un loyer, comme beaucoup de gens. Hein. Les gens, faites vos comptes, vous payez un loyer. Pourquoi? En fait, là où vous êtes, votre loyer, vous y êtes quoi? Vous en profitez quoi? 4 heures par jour, 2 heures de retour du travail, 2 heures après, avant de dormir, et puis un peu le matin. Et ça vous bouffe quasiment les 3/4 de vos revenus. Bon, moi je me suis aperçu de ça, que j'avais plus assez d'argent pour payer mon loyer. Et en même temps, ça faisait longtemps que je fantasmais un petit peu la van life, parce que j'avais un grand-père qui était un peu là-dedans. Ouais. Et je me suis dit, c'est peut-être dans mon atavisme, hein, dans mes gènes. Et j'ai eu envie de tenter une expérience. Alors au départ, j'avais qu'un petit Kangoo, qui me semblait tout à fait suffisant pour faire des expériences avec. Donc j'ai démarré en Kangoo. Et puis au bout d'1 an et demi, 2 ans, je commençais vraiment à trouver le Kangoo trop réduit. Donc je suis passé sur un trafic. Que tu as aménagé de A à Z. Ah oui, de A à Z. Alors pas forcément selon les règles de l'art. Je sais que tu as des puristes, des gens qui aiment bien que les choses soient au carré, qui trouvent que ce que je fais c'est ni fait ni à faire. Mais moi ça me convient très bien. L'important c'est pas que ce soit nickel chrome partout, c'est que ce soit confortable. C'est un peu ça que j'aime bien en fait dans tes vidéos et dans ce que tu partages, c'est que ça montre à quel point n'importe qui peut faire, c'est accessible en fait. T'as pas besoin que ce soit parfait, y a pas besoin, ce sera jamais parfait de voilà. Et je trouve que c'est assez important de dire ça aux gens finalement. Parce que si vous attendez que tout soit parfait pour partir, vous partirez jamais. Hein. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui font ça. Exactement. Qui convertissent. J'avais vu ça sur un forum, le forum traficaménager.com dont je parle de temps en temps là. Un mec, mais putain, qui donnait des leçons à tout le monde, qui aménageait son van, mais alors c'était nickel chrome. Et puis quand il a eu fini,
il est parti avec, mais 3 jours. Et quand il est revenu, il a dit bon ben j'en ai marre, je le revends la van life, c'est pas pour moi. Il vaut mieux faire un truc approximatif mais fonctionnel et où on se sent bien plutôt que faire un truc nickel chrome dont on se servira pas. Bon. Et c'est vrai que c'est la tendance aujourd'hui, tu sais, nous on peut en parler parce qu'on est sur YouTube, de la van life et tout ça, mais je crois que c'est un truc, on a une responsabilité peut-être aussi, il y a beaucoup de gens qui commencent à le faire parce que c'est tendance, tu sais. Ouais. Et ça, j'ai l'impression, c'est pas encore un danger, mais ça peut devenir un danger parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se lancer là-dedans et réaliser que c'est pas du tout ce qu'ils veulent, mais ils voulaient le faire parce que ils pensaient que, tu sais, c'est tout l'idéalisme, en fait. Ouais, t'as tout le folklore autour de du côté flower power, la période baba cool et tout. Mais moi, je crois que ça correspond plus à l'époque où les gens sont vraiment, la plupart des gens sont limite dans la misère, ont pas beaucoup d'argent. Et moi, j'ai envie d'apporter un message optimiste, justement, en leur disant, regardez, on n'a pas beaucoup d'argent, mais vous avez un véhicule, donc aménagez-le, vous pouvez vous aussi partir en vacances. Qui devient ta maison secondaire. Ça devient votre maison le temps des vacances, et puis vous profitez de la vie. Et l'argent que vous allez pas mettre dans les hôtels, vous allez le mettre vous payez des petits restos de temps en temps, vous faire des bonnes petites voûtes dans votre van, aménager votre van. Donc c'est un message d'espoir pour les pauvres, dont je fais partie, donc voilà, tout le monde fait partie. Et on a un peu la même philosophie. Je vois que ton trafic est aménagé, c'est pas super, c'est pas super cosy non plus, hein. Quoi mais c'est fonctionnel et efficace. Et puis voilà, t'es bien. Et, en fait, ton van, c'est ton lit, ton coin lit où tu fais la bouffe, et puis ton chez toi, c'est dehors. C'est dehors. Ouais. Voilà, donc là on est sur un petit terrain super sympa, il n'y a personne. Relié à ça, je voulais te demander c'est quoi ta relation au confort, parce que j'ai l'impression que t'as pris des risques dans ta vie aussi, peut-être c'est parce que t'avais pas le choix, mais j'ai l'impression que on n'est pas de la même génération, on a des âges différents. Je sais pas si tu veux dire ton âge à tout le monde. Moi, j'ai passé 50 ans encore. Voilà. Mais au-delà de 50 ans, on va peut-être prendre parfois moins de risques ou quoi. Et je voulais savoir la perspective de quelqu'un qui justement a cette perspective-là. Ouais. C'est quoi ta relation au confort et au risque Faut pas correspondre au profil type des personnes de 50 ans parce que moi, la prise de risque, ça me dérange pas. J'ai fait que ça toute ma vie. Non, moi, ma relation au confort, le seul truc sur lequel je suis exigeant, c'est la qualité du couchage. Je veux un bon matelas, je veux pouvoir dormir comme à la maison. Ouais. Donc j'ai un bon matelas en 90 de large dans mon fourgon, un très bon matelas, 10 cm d'épaisseur, j'ai de très bonne couette, j'ai un oreiller, j'ai investi dans les oreillers ergonomiques. Là, ah ouais, d'accord, on se prive de rien. Donc, et à partir du moment où je dors bien, tout va bien. Après, je me réveille le matin, je fais mon petit café, j'ouvre la porte, il fait beau, je suis au soleil, on est sympa. Parce que c'est vrai qu'après un certain âge, on peut développer, en fait, dès le plus jeune âge, on développe des peurs. Mais parfois, plus on vieillit, plus ces peurs, elles se forgent et elles deviennent de plus en plus ancrées à nous. En fait, toi, c'est quoi ta relation par rapport à la peur? Est-ce que tu as des peurs? C'est quoi tes... Moi, j'ai pas vraiment de peur, franchement. La peur, ça serait de tomber, ça n'existe pas ici. Mais comme aux États-Unis, le film La colline à des yeux, là, tu vois, Hills of Ice, là, tu vois, la famille qui part en camping-car et qui se fait attaquer par une famille de dégénérés. Bon, voilà, tu peux te dire, voilà, ça peut être la peur que, tu te mets dans un endroit désert, puis tu sais pas ce qui va t'arriver après la nuit si tu tombes sur une famille pas une famille, mais une bande de dégénérés. Comme là, ce qui arrive. Voilà, il y a 2 fourgons aménagés qui s'éloignent dans les petits chemins, qui vont sans doute chercher un emplacement pour la nuit. Bon, voilà. Alors, tout à l'heure, je voudrais dire qu'on était en train de discuter, et il y a 2 camping-caristes garés pas loin qui ont reconnu Florent. Hein. Moi, pas du tout, hein. Mais Florent, ouais. Je pense qu'on est à un spot où c'est un très bon spot. Hein. Mais vous êtes pas sur YouTube, vous Ceci dit, moi aussi, ça m'arrive des fois de me faire reconnaître. Bah ouais, j'imagine encore plus. Bon, mascotte. Ouais. Et comment tu vis ça, d'être un peu une sorte, pas de gourou, mais tu sais, dès que tu mets ta vie un peu sur YouTube, même si c'est qu'une partie de la vie, les gens ils oublient parfois ça, tu deviens une figure un peu parce que on est très visuel, et après les gens vont un peu te monter comme une sorte de figure. Comment tu le vis ça en fait? Est-ce que tu penses parfois que... Vachement bien, c'est vachement flatteur. Des fois quand ça m'arrive, je me dis putain, mais on dirait Cyril Hanouna. Non mais c'est vrai, la première fois, je sais plus quand ça m'est arrivé, mais je les ai comptés, mais j'ai arrêté au bout d'une vingtaine, mais c'est vrai que plein de fois, notamment l'été, des gens qui me regardent, qui me passent devant, qui reviennent,
Kangouvan. Kangouvan. Alors bon, généralement on discute après. Et puis ça change Et rien puis, au fond. ça change rien du tout. Mais je m'aperçois de la puissance de YouTube. Ouais. Je me dis, mais aujourd'hui, les gens ne regardent plus la télé, ils regardent YouTube. Et c'est vrai. Les gens regardent aujourd'hui la télé quoi, sur des gros programmes, on va dire fédérateurs où toute la famille est devant, genre The Voice ou Koh-Lanta ou des émissions, voilà. Mais le reste du temps, les jeunes regardent YouTube aujourd'hui. Donc c'est vrai que les figures de YouTube, à la limite, deviennent un petit peu l'équivalent des starlets de la télé, là. Ouais. Sauf que nous, ça nous monte moins le bourrichon parce qu'on n'est pas payé pareil, on gagne infiniment moins d'argent. Non, puis surtout, c'est qu'on partage un truc. En fait, c'est ça que parfois, moi, personnellement, je sais pas, tu me diras ton expérience, c'est que on partage des trucs et nécessairement, vu qu'on le partage, il y a des gens qui vont peut-être l'envier parce qu'ils sont pas à un bon endroit dans leur vie ou quoi. Alors qu'en fait, à la base, on fait ça pas pour regarder ma vie comme elle est mieux que la vôtre, mais on le fait pour justement connecter avec la réalité et remettre aux gens, regarde, tu peux le faire. Suggérer, Regarde, voilà. c'est ça. Moi, c'était ma démarche au début, c'était vraiment ça. Je me suis dit, putain, mais je suis arrivé à passer des super vacances tout seul avec ma bagnole. Je dis aux gens, mais faites pareil. Plutôt que vous plaindre que vous n'avez pas d'argent pour partir en vacances, prenez votre voiture, aménagez-la, partez en vacances. J'essaie d'être toujours dans une démarche optimiste et c'est vrai de mettre les choses à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'argent de 60 000 euros pour acheter un camping-car. Hein. D'acheter un vieux fourgon pour 4 000 euros et puis voilà. Ouais, et puis parlant de ça, toi, justement de ces conforts, la vie en van c'est aussi être confortable finalement parce que c'est se faire son petit chez soi. S'il y avait des 2-3 petits trucs que tu changerais, très global, hein, que ce soit philosophique ou matériel, c'est quoi en fait des choses que tu changerais dans cette vie en van? Matériel, c'est la douche, c'est le problème, faut être sincère, c'est le plus dur. Quand on est l'été, c'est simple, hein, on peut se mettre un poil dans la nature n'importe où, on se douche avec pulvérisateur ou avec de l'eau, ça va. Mais en hiver, c'est dur. Donc ça c'est le côté matériel et le côté comment dire, c'est la relation amoureuse quoi. C'est vrai que quand on vit en van c'est dur d'emmener quelqu'un dans son trip, surtout pour y vivre en permanence. Toi qui vis en permanence, moi c'est pas mon cas, c'est plutôt 6 mois de l'année avec les beaux jours. Mais même d'une part j'ai l'impression que vivre dans 4 mètres carrés à deux pendant 6 mois c'est super dur, faut vraiment être super amoureux. Et puis ensuite, la personne avec qui tu vas devoir le faire, elle sera pas forcément, elle n'aura pas les mêmes disponibilités que toi. Hein. C'est pour ça qu'il y a une façon de le vivre à deux, c'est que le projet il vienne des deux personnes. Parce que toi, c'est ton projet à toi. Oui, ou de faire comme toi avec Marina, vous vous connaissez bien, vous vous rejoignez de temps en temps, et puis après chacun reprend sa route de son côté jusqu'à la prochaine rencontre. Voilà. Mais trouver ce genre de relation, c'est vraiment... non, c'est évident. C'est ça. Mais c'est pour ça que par rapport à la solitude, toi j'ai à la fois l'impression que t'es... je veux pas faire ta psychanalyse, mais pas la psychologie, mais t'es à la fois quelqu'un de social, mais j'ai pas l'impression que la solitude, tu la vis pas mal. J'ai l'impression que tu t'occupes, tu trouves des trucs à faire, tu prends ta route, tu vas à droite à gauche. Mais alors que quand quelqu'un qui dirait ça, tu pourrais croire que c'est quelqu'un qui arrive pas à vivre seul, parce que souvent les gens c'est ça qui leur arrive. Non, moi je souffre pas du tout de la solitude, je vis très bien tout seul. On n'est jamais tout seul aussi. Endroits, voilà. Il y a certains endroits que tu connais bien, tu te dis putain ça serait bien si j'étais avec une copine pour partager ça quoi. Voilà. Mais à un moment, pas forcément toute la journée ou pendant 15 jours, tu vois, je sais pas. Est-ce que t'as jamais pensé à arrêter? Bon non, parce que je considère que ça fait pas longtemps que j'ai commencé, donc je pense plutôt l'inverse. Je pense plutôt essayer de vivre vraiment ça à plein temps. Mais moi, la différence... Bon, toi t'es beaucoup plus jeune, donc moi j'ai 2 enfants de 18, un garçon de 18 ans, une fille de 22, qui ont encore un peu besoin de moi, donc pour ça je me dis l'hiver, je veux pas partir trop longtemps, mais je sais que le moment viendra où je pourrais partir l'hiver. À ce moment-là, je pense que j'irai... comme tout le monde, Portugal, ou peut-être Baléares. Moi, je suis très Baléares. Je vais aller chercher un peu de chaleur l'hiver, dans des endroits où il fait 18 degrés et non pas 0 comme en France, tu vois, voilà. T'as 2 slogans, c'est Osef et Issou. Et ces 2 trucs-là, ça vient de gens... rien à voir, je les ai raccordés, mais... Tu peux l'expliquer, ça? Parce que c'est pas évident pour tout le monde. Osef, ça veut dire on s'en fout. On s'en fout. Mais c'est un truc de jeu vidéo, ça. Philosophie, c'est de se dire... on s'en fout, rien n'est très important, demain est un autre jour, si vous avez des soucis, ben écoutez, ça passera. Et puis Issou, c'est juste le délire issu du forum jeuxvideo.com, là, regardez la vidéo Kangouvan numéro 41, vous comprendrez tout ce que ça veut dire Issou. La philosophie derrière ces 2 trucs-là, c'est à la fois la vie et pas à prendre au sérieux, et
encore plus en rire, en fait. C'est un peu les deux C'est trucs. ce que je dis souvent à mes enfants et à mon entourage. La vie, c'est pas fait pour en chier, c'est fait pour s'amuser. Voilà. Il y en a qui sont tristes dans la vie, voilà. Parce que tout de suite, moi je dis non. on non, parle non, de non, responsabilité, tu vois. On dit, Ouais. moi, j'ai des responsabilités. Ouais. C'est compréhensible, hein. Mais c'est pas incompatible avec une certaine légèreté. Mais c'est comme si après un certain âge, après Ouais. certaines responsabilités qu'on a, que ce soit au travail, si on se crée une famille ou quoi, on va se prendre au sérieux, tu vois. Oui, oui, Et, oui, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir un point de vue de quelqu'un qui est un peu plus atypique que la plupart des gens qu'on connaît, en fait. Ouais, mais les gens qui se créent ces contraintes, ils se créent ces contraintes. J'ai des copains, moi, qui ont du fric, qui sont pleins de fric, et je discutais avec un il y a pas longtemps, il connaît la Kangouvan et tout, et il me dit, mais en fait, t'es beaucoup plus heureux que moi, quoi. Et alors que lui, il est blindé. Parce qu'il a eu un contrôle fiscal, parce que sa maison, elle coûte cher à entretenir, parce que c'est compliqué, il faut payer la pension alimentaire. Enfin bon, alors que moi, je sors ma table de camping, je me mets au soleil, je suis heureux. Pour parler du fameux argent, comment vis-tu? Avec l'argent qui est un truc que les gens se posent tout le temps, c'est comment tu vis. Donc toi, comment tu arrives à financer? Parce qu'on parle du principe que, moi ce que je dis tout le temps, la question elle vient, c'est d'abord il faut ne pas avoir besoin de beaucoup. Oui, et après peut venir comment je vais gagner ma vie. Voilà, c'est ça. Mais donc toi, comment tu déjà, j'ai pas besoin de beaucoup, et donc comme j'ai pas besoin de beaucoup, j'arrive à vivre avec pas beaucoup, mais je vis un peu comme toi, hein, j'ai des bouquins sur Amazon, j'ai un site internet, j'ai un site de rencontre qui marche pas, qui rapporte pas des milliers des cents, mais il me fait gagner un peu ma vie aussi. J'essaie de gagner ma vie par internet, par plusieurs moyens, des petites sommes qui toutes mises bout à bout me font même moins qu'un SMIC, mais qui, moi, me permettent de vivre. Ouais. Donc, à la limite, je suis même pas imposable. De toute façon, je suis pas imposable. Donc, je suis même pas imposable, Non, mais ça me permet de vivre. Ça me permet de vivre. J'ai jamais eu de désir de folie des grandeurs. Il y a plein de gens pour qui le but ultime, c'est d'avoir une propriété, le pavillon, la piscine et tout. Moi, j'ai jamais fantasmé là-dessus. Les biens matériels, je m'en fous. Et je suis pas du tout jaloux des riches. Je m'en fous, tant mieux pour eux. J'ai rien contre les riches, mais je pense que les riches sont moins heureux que moi, que nous. Ah. Ouais. Et après, qu'est-ce que la richesse? Parce que t'as peut-être pas lu le livre, même si je te l'ai envoyé. Mais dans le livre, je parle de ce truc-là. Le but d'être riche financièrement, il est pas nécessaire. Une fois que t'es riche financièrement, je suis sûr que tu vas réaliser que finalement, la richesse, elle est pas là. Tu sais, ça revient le truc de Jean Genot, la vraie richesse. Ouais. Toi, la vraie richesse, c'est être dehors, c'est être. Et puis, comme je dis de temps en temps, l'argent, on n'en met pas dans son cercueil. Hein. On finira tous entre quatre planches de bois, hein, soit au cimetière, soit dans un four crématoire. Donc, je m'en fous, moi, de mourir avec de l'argent. Alors, mes enfants hériteront de mes petits business internet qui, d'ici là, auront prospéré. Voilà, c'est tout. Mais je leur laisserai pas de maison, de château. Mais c'est pas le plus important. Ils savent que je m'amuse dans la vie. Ils sont contents pour moi. Voilà. Puis les projets du futur en tant qu'entrepreneur des internets. Moi, je suis très. J'ai toujours fait de la vidéo. J'ai toujours écrit. Donc, un truc que j'aimerais bien faire et que je gamberge, j'aimerais faire un long métrage de fiction, mais à base de van life. Un mec que je jouerais moi-même, qui se balade dans son van et puis qui règle des trucs. Donc j'essaie de gamberger une histoire là-dessus que je filmerai petit à petit, tranquillement, à mon rythme, et puis qu'après que je proposerai sur YouTube ou évidemment en dehors des circuits de distribution classiques. Parce que c'est l'avantage aussi de YouTube. Moi j'ai beaucoup connu les milieux médias, édition, et maintenant je vais plus entendre parler, c'est qu'une bande de proxénètes. Donc on peut les squeezer et leur passer au-dessus, c'est ça qui est génial. C'est ça en fait, c'est le côté direct à ta communauté que tu parles. Avec YouTube, on se fait un public, et à ce public, on peut lui proposer des produits entre guillemets qu'on réalise nous-mêmes et que nos fans entre guillemets vont acheter. Et donc ça nous soutient et ça nous permet de continuer à vivre et à produire. C'est plus évolutif en fait. Ça a plus une capacité à s'améliorer finalement. Parce que dans la vie, le but c'est un peu pas de progresser, mais de toujours apprendre, tu vois. Alors que dans les trucs traditionnels, c'est comme si c'était ainsi et c'est soit tu viens, soit tu peux pas changer les choses. Alors que par YouTube, j'ai l'impression qu'on peut pas changer les choses, mais on peut apporter quelque chose. Tu fais réfléchir les gens, ils se disent tiens mais lui comment il vit, après tout je pourrais le faire aussi, moi pourquoi pas. Moi il y en a, ça me fait ce qui me fait le plus plaisir. Il y en a pas mal qui me disent putain mais tu m'as fait réaliser que je peux voir la vie différemment. Ça fait vachement plaisir. Pour ça que j'essaye d'avoir un côté optimiste.
De dire, bon, bah, on n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est pas pour ça qu'on est malheureux. Hein. En plus, maintenant, il y a des gens qui commencent à me faire des cadeaux, ça c'est fabuleux. Donc, ils m'envoient des trucs. La générosité, ouais. J'ai fait une wishlist Amazon, j'ai reçu, j'ai l'impression que c'est Noël. Enfin, Ouais, j'ai reçu plein de trucs. Encore une fois, tu le fais, et je pense que c'est un peu la leçon là-dedans, c'est que tu le fais sans attendre. Ah oui, oui, mais j'y croyais pas du tout. Je l'ai mis en ligne comme ça, en mettant plein de trucs tu forces personne. Dont j'avais besoin. Ouais. Un drone, plein de trucs, une perceuse. Et je m'aperçois que les gens, ils les ont achetés. Putain, je ferai une vidéo pour vous remercier, c'est incroyable ça. Tu me remercieras pour la petite bonbonne aussi. Ah, puis je te remercie. Tu m'as offert une bonbonne de gaz. Tu vois, en fait, peut-être c'est toi, c'est tes énergies, ça attire les gens qui veulent t'aider, te donner. Ça, et contribuer aussi, tu sais, contribuer à que tu continues à faire ce que tu fais. L'énergie positive, on la ressent, et on la ressent bien chez toi aussi. Puis je pense qu'il y a un truc, après, je veux pas tomber dans les truc trop compliqué, mais je pense que ça s'appelle la neuroplasticité. C'est plus tu t'obliges à être positif et à faire du bien autour de toi et à partager des bons trucs, plus tu vas te changer toi-même et te recircuiter ton esprit, ton cerveau et ta mentalité pour être dans le positif et pas dans l'envie, pas dans la jalousie, pas dans la haine et tout ça. Et je crois que ça aide beaucoup en fait. C'est très positif. Alors c'est vrai que envie, jalousie, moi pas du tout. Alors on ressent dans les commentaires quand même, dans certains. Hein, tu remarques aussi ça. Hein. Moi j'ai l'impression que t'es super curieux et un peu geek dans le sens curieux du terme, que tu cherches un peu à apprendre par internet et à te débrouiller tu vois qu'il y a plein de petites opportunités à faire pour en vivre, mais aussi c'est fun, tu sais. Et d'où ça vient en fait ça, parce que t'es sur internet depuis très longtemps pour faire divers trucs. Donc ça a une suite logique un peu, donc si tu peux expliquer Je me suis abonné à internet, je me souviens très bien, en septembre 95, il y avait des modems 14.4, je sais pas si ça te dit quelque chose. Le truc qui fait ça faisait 14.4, c'est-à-dire pour afficher une photo, mais sérieux, 5 minutes, t'avais le temps d'aller te faire passer la cafetière entière, tu vois. Et dès que je me suis abonné en septembre 95, et dès que j'ai découvert internet, je me suis dit, putain, c'est le média d'avenir qui va tout fracasser. Et j'en étais certain. Pourquoi? Parce que c'est un média qui permet, bon à l'époque on pouvait poster juste des photos, les vidéos c'est mieux après, mais tu peux poster des photos, des vidéos, du texte, de l'écrit, et en squeezant tous les intermédiaires. T'as pas besoin d'éditeur, t'as pas besoin de distributeur, t'as pas besoin, tu apportes ton savoir-faire, toi ce que tu sais faire, tu te fais ton public et t'as besoin de personne. Et je me suis dit, ce truc-là, ça va être... c'est l'avenir du contenu. C'est l'avenir du... Et juste, moi, je sortais de boulot dans l'audiovisuel. Je travaillais pour la 5 qui avait fermé à l'époque, mais la 5 bien avant la 5, pas la 5 actuelle, la 5 l'époque Berlusconi, 5 ou la 5, il y avait Jean-Claude Bourret. Je travaillais pour une émission qui s'appelait Reporter. Je faisais des petits reportages qui étaient présentés par Patrick de Carolis. Et je faisais des bons petits reportages, on partait à 3 avec un caméraman et un preneur de son. Donc la 5 a fermé par décision gouvernementale, là, et tous les journalistes se sont retrouvés au chômage. Et juste à ce moment-là, Internet commençait à émerger. On commençait à parler d'Internet. On disait, même pas Internet, les autoroutes de l'information. Déjà, je trouvais ça le terme débile. Qu'est-ce que ça veut dire, les autoroutes de l'information? Alors je me suis abonné en septembre 95. J'étais au chômage, donc. Et puis, en fait, il y avait très très peu de sites internet à ce moment-là. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait à voir sur internet à ce moment-là? Essentiellement, là, je vais te dire un scoop. Ça fait chier parce qu'on n'est pas parlé sur ma chaîne. Mais je me dis, je vais pas en parler sur ma chaîne, sinon ça ne parlera que de ça. Mais c'est une bonne chose que je puisse en parler sur la chaîne. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou, voilà. Donc, sur internet, à ce moment-là, il y avait essentiellement du porno. C'est vrai, parce que les gens j'avais déjà plein de porno sur internet, mais le porno a toujours boosté la technologie, c'est marrant, c'est ce que j'ai su après. Alors donc, voilà, je suis un ancien producteur et réalisateur de porno sur internet, que j'ai fait ça jusqu'en 2011, j'ai arrêté depuis 2011. Donc j'ai eu un site, j'ai commencé en utilisant du contenu qu'on appelait de sponsors, c'est-à-dire des grosses boîtes qui achetaient des vidéos et qui proposaient à des webmasters de les mettre sur leur propre site. Et chaque fois qu'un client achetait une vidéo sur mon site, par exemple, le sponsor reversait la moitié de la recette. Et j'ai vu, mais dès le premier mois, j'avais gagné, c'est des francs, 20 000 francs. Putain, je me dis, attends, je colle des vidéos d'un mec que je connais pas qui me les donne, les gens viennent sur mon site et ça me sort 20 000 francs par mois. Waouh.
Waouh. Je me suis dit, putain, c'est bon, j'arrête tout, je fais ça. Hein. J'étais au chômage. Ce qu'on voit dans mes vidéos, c'est ce que je faisais dans le porno, exactement ce que je fais dans mes vidéos, c'est-à-dire de la déconne. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé d'Harakiri et des professeurs Cheron. J'ai toujours abordé le porno durant toute la carrière que j'ai eue dans le porno sous l'angle de la déconne. Et donc, j'ai fait, 15 ans de carrière là-dedans. Et ça t'a... C'est ça, j'ai gagné de l'argent jusqu'au moment où ce qu'on appelle les tubes sont arrivés, YouPorn, Pornhub, comme YouTube, qui proposaient du contenu gratuit et où les gens ont plus voulu payer. Parce que moi, mes sites, c'était sur abonnement. Fallait payer 29 € par mois pour avoir accès à tout. Bon. Et à partir du moment où il y a eu les tubes, plein de boîtes ont fait faillite. Mais donc c'est intéressant parce qu'à la fois l'avènement d'Internet, il amène la possibilité d'être un producteur autonome, indépendant et tout ça, mais à la fois l'avènement d'Internet amène une concurrence énorme de partout et du gratuit qui fait que ça redéfinit, parce qu'avant, la pornographie, je pense, dans les années 90-2000, c'était aller au vidéoclub et louer, et un peu, il y a tout ce stigma de truc, c'est un peu un cliché, mais je sais pas, mais mais il y a un côté avec l'internet, ça a changé et ça en dit long sur le reste aussi de la consommation parce que c'est passé du gratuit, et je pense qu'on peut rebondir de ça, de cette anecdote-là très vraiment croustillante, à YouTube, parce que sur YouTube, les gens, ils ont l'impression, et c'est gratuit ce qu'on propose, mais ils réalisent pas le coût que ça a de faire tout ce qu'on fait. On se plaint pas parce qu'on fait ce qu'on aime, mais ça a un coût si on devait le mettre sur une, tu vois, sur une feuille de production, si on devait à une prod, Donc, mais ça a l'air tellement facile, parce que c'est vrai que ça peut l'être aussi facile, que finalement ça redéfinit vraiment notre consommation de divertissement, parce que et je pense que certaines personnes elles le savent, mais d'autres personnes elles le savent pas en fait, elles le réalisent pas ça. Puis c'est intéressant parce que je pense que c'est vraiment un écho de la pornographie. Je veux pas défendre la pornographie parce que moi quand j'étais professionnel là, je suis passé en radio. Moi mon point de vue c'est que je militais à l'époque et je milite toujours pour que Google supprime tous les contenus porno, pour que tout ce qui est porno soit interdit de Google. Parce que, en tant que père de famille, je trouve ça scandaleux que le porno soit en libre accès, gratuit, à tous les mineurs du monde. Voilà. Et c'est vrai que le porno, je disais en rigolant dans une précédente vidéo, quel fléau. Parce que, oui, ça donne une mauvaise image de la sexualité à des mineurs. Il y a plein de choses qu'on voit dans le porno qu'on ne fait pas dans la vie des humains. Ce que je disais à mes enfants, si vous regardez du porno, sachez que ça se passe pas comme ça dans la vie des humains. C'est du spectacle de cirque, tout est exagéré. Et ça revient aussi à la surconsommation du fait qu'aujourd'hui il y a tellement d'offres gratuites que il y a des consommateurs et eux savent pas, puisque je sais qu'il y a d'immenses problèmes d'addiction comme n'importe quelle autre addiction. Il y a aussi des problèmes sur la vision qu'on a du partenaire avec qui on est, des attentes pour les jeunes et tout ça, parce que le seul référent qu'ils ont, et aussi d'une vie qui va s'isoler de la vraie vie sociale. Et puis je comprends très bien les critiques qu'on peut faire. C'est vrai que tu as une image très dégradante des femmes, très dégradée des femmes, et qui correspond à la fantasmagorie masculine. C'est dur à dire, mais est-ce que c'est aussi la responsabilité de celui qui consomme, et ça revient aussi à la consommation en général, de pas surconsommer, de savoir se contrôler en fait. Mais ça c'est très dur en tant qu'humain de savoir parce que si c'est là, pourquoi ne pas tout prendre, tu vois? Et je pense que c'est ça l'abus de... Moi je te dis, en tant que père de famille, ça me gêne de savoir que le porno sur Google est accessible à n'importe quel mineur. Ça c'est pénible, parce qu'il faut bien dire aux mineurs que ce qu'on voit dans le porno, c'est pas du tout la vie des humains. Pour moi c'est du cinéma, comme t'as des scènes d'horreur avec des gens qui se sont coupés des têtes, torturés, c'est du cinéma. Voilà. Non mais c'est intéressant parce que c'est un peu tabou, tu sais. Les jeunes adolescents peuvent ne pas faire la différence. C'est là où c'est dangereux. Ils peuvent croire que c'est comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours. Je te dis, moi je suis pour que le porno disparaisse. C'est drôle parce que en fait j'ai l'impression que, tu sais, d'en parler, il y a même un petit, tu sais, il y a un petit tabou, tu sais, d'en parler aux gens, de dire, alors que c'est une réalité aussi, tu vois, et que t'as travaillé là-dedans, et ça t'a sûrement aidé pour ce que tu fais aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est... J'ai filmé tellement de scènes. De toute façon, je filme depuis toujours, depuis que je suis ado, je filme. Je voulais être réalisateur de cinéma. Aujourd'hui, si j'avais à choisir, je préférerais faire des séries. J'ai découvert l'univers des séries est beaucoup plus riche que celui du cinéma. Mais bon, bref. Mais non, pour dire que, la vie en van, ça... je suis passé de la thématique du porno il y a quelques années, maintenant elle est complètement différente, mais je continue à faire des vidéos, donc... Et il y a cette légèreté, donc on pourrait finir en fait avec la légèreté qu'il y a dans tes vidéos. Ça c'est un peu le thème un peu de ta vie aussi, non?
C'est comme je dis, la vie c'est fait pour s'amuser. Voilà. On va mourir un jour, bientôt, malheureusement ça va vite, très vite la vie. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te diraient, oh c'est pas sérieux ça, il fait n'importe quoi. T'es pas sérieux, mais toi qui es intéressante ta vie, t'es heureux dans ta vie là, avec ton pavillon, bobonne, toi qui trompes bobonne, faut payer le jardinier pour tondre le jardin, tu peux pas partir en vacances parce que t'as mis du crédit dans une belle bagnole pour faire croire à tes voisins que t'es plein d'argent alors qu'en fait il te reste pas grand chose. Et c'est drôle, c'est que pour être libre, faut sortir aussi du jeu social. Parce qu'il y a beaucoup de ça hein, dans la voiture, acheter une belle voiture, et ce que les autres pensent, arriver au travail bien habillé, tous ces trucs-là. Il y a de ça, il y a des gens qui s'endettent pour acheter une belle bagnole pour faire croire aux voisins qu'ils sont blindés. Mais putain, ça fait pitié quoi, je trouve. Hein. Et c'est fou que en fait, nous, après il y a plusieurs types de personnes, mais on est un peu en marge. Mais c'est comme si c'est le seul moyen pour se redéfinir une sorte de vie où tu es libre, tu vois. Je crois que c'est nous qui avons raison. Je crois qu'on est à une période de l'histoire de la société où on est en pleine mutation. Il y a qu'à voir ce qui se passe des gilets jaunes et tout. T'as une espèce de révolte populaire des gens qui n'ont plus un rond. Leur colère est légitime quand même. Et je pense que je dis aux gilets jaunes, vous avez peut-être pas de quoi partir en vacances, partez dans vos voitures ou dans votre fourgon. Voilà, on peut être pauvre, avoir une belle vie, franchement. Mais c'est vrai qu'on... Et qu'est-ce que la pauvreté était finalement? Parce que moi, il y a des gens, parfois, je sais pas, quand certains, pour eux, 1000 euros, c'est énorme. Pour d'autres, c'est rien du tout. Bah oui, bien sûr. Et à chaque niveau, enfin, à chaque échelle, finalement, on revient à... La vraie richesse, c'est encore ça, là. C'est vraiment ce que tu fais de ta vie, en fait. C'est si t'es libre, si t'arrives à être... Voilà, c'est ce que... En fait, c'est les... je vais pas faire trop l'intello non plus, mais il y a les... Tu peux, c'est sur ma vie en vain. Les situationnistes, en fait, décrivent nos vies. Les situationnistes des années 70, là, ils disaient, faisons de nos vies des œuvres d'art. On s'en fout de l'art, c'est nos vies qui sont les œuvres d'art. Et c'est un peu ça, quoi. Ouais, chaque jour, on fait des happenings et sans mélanger qu'on partage sur YouTube. C'est ça, et c'est sans dire, oh, moi ce que je fais c'est plus important que toi ce que tu fais. Mais c'est juste qu'on a, tout le monde aujourd'hui a la capacité de le faire, et que ce soit par l'artisanat de faire des cuillères en bois, de faire des vidéos, de faire des bijoux, de faire de tisser, de faire. C'est important de faire et non pas de rester à subir. Et et je pense qu'avec Internet, on a trouvé un peu ce mode où on peut se détacher de tous les normes, en fait, de tout ce qui t'empêchait avant d'être libre à faire, faire. Et, par exemple, moi, comme tes vidéos, si tu devais passer par des productions, mais putain, tu passerais des années ça irait pas, parce qu'on dirait que c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. T'envoies des projets dans les prods, tu vas passer des mois avant d'avoir la réponse. Là, tout ce travail-là, tu vois, il est pris sur le temps que tu pourrais prendre pour créer. C'est ça. Là, tu as ton idée, tu tournes, et puis voilà. Alors, ça sera pas des images super léchées. De l'autre côté, moi, j'aime pas les images super léchées. J'aime bien que ça passe un peu à l'arrache. Route. Ce qui n'empêche pas de faire un bon montage. Je suis exigeant sur le montage. Mais sur la qualité d'image, j'aime bien les images un peu... Gonzo, quoi. Limite, c'est vrai, ouais, c'est cool. Donc, on peut retrouver Kangouvan sur la chaîne Kangouvan. Sur la chaîne Kangouvan, voilà. Et sur ces belles paroles. J'ai dit des choses que je dis pas sur ma chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit... Osef. Allez, bye.